Chapitre 17 La soif de l'autre. Citation de Gustave Flaubert. Chacun de nous a dans le cœur une chambre royale. Je l'ai murée, mais elle n'est pas détruite. Le salopard. Bouillant de colère, Martin avait toutes les peines du monde à suivre la moto d'Archibald. À Paris, il aurait eu un gyrophare et une radio pour alerter ses collègues, mais ici, il se sentait seul et démuni. Mélange d'alu, de chrome et d'acier, le dragster se faufilait au milieu des voitures. De l'autre côté de la voie, les véhicules roulaient pare-choc contre pare-choc, mais pour rejoindre la ville, la circulation était plus fluide et Archibald respectait les limitations de vitesse. Il ne tenait ni à se faire repérer par les motards et les officiers de la California Highway Patrol, ni à mettre en danger la vie de sa fille qui ne portait pas de casque. Martin ne savait pas comment interpréter la scène à laquelle il venait d'assister. Gabrielle et Archibald se voyaient-ils pour la première fois? La jeune femme connaissait-elle la vérité sur son père? À la sortie du pont, la moto traversa les aires boisées du Presidio avant de longer la marina. Le soleil couchant qui embrasait le ciel permettait aux touristes de faire des clichés de cartes postales, mais pour Martin, l'approche du crépuscule rendait difficile le repérage de la moto. Dans Russian Hill, il perdit de vue la silhouette massive et tout en muscles de la Yamaha pour mieux la retrouver à l'entrée du quartier italien quelques minutes plus tard. À présent, la 4 cylindres avait rejoint l'Embarcadero, l'artère qui longeait le front de mer. Cette ancienne zone industrielle s'était spectaculairement transformée après le tremblement de terre de 1989. Les docks avaient cédé la place à un large boulevard planté de palmiers qui suivait la côte sur 10 kilomètres et faisait le bonheur des cyclistes et des rollers. Archibald dépassa le terminal des ferries, dont la tour de 70 mètres, encadrée par 4 horloges, avait survécu à tous les séismes. Ses arches, en briques, et son sol recouvert de marbre donnaient au bâtiment un charme tout ibérique. On était à Miami, à Lisbonne, à Séville. Puis la moto s'engagea sur une élégante jetée qui s'avançait jusqu'aux portes du Pacifique, offrant à quelques privilégiés l'accès à un restaurant de luxe posé sur l'océan. Pris de court, Martin pila et se gara en catastrophe sur l'emplacement d'un bus, tandis qu'un voiturier s'occupait de la monture d'Archibald et que le maître d'hôtel lui trouvait une table en terrasse. La nuit était tombée. Les tours du quartier des affaires brillaient dans la pénombre. Au loin, sur la colline de Telegraph Hill, la Coit Tower flamboyait dans l'ombre comme un glaive protecteur. La flamme d'un zippo éclaira brièvement l'habitacle de la voiture et Martin aspira une longue bouffée de sa cigarette. À nouveau, l'attente. À nouveau, les jumelles braquées sur Archibald à se demander s'il était opportun d'intervenir. Mais à présent les choses avaient changé. Ce n'était plus le voleur génial qui le fascinait, c'était le père de Gabrielle et l'amant de Valentine. Cet homme amoureux qui lui ressemblait tant. Qu'est-ce que je fous là? Gabrielle se regarda dans le miroir. Dès son arrivée au restaurant, elle s'était dirigée vers les toilettes. Elle avait besoin de quelques minutes pour prendre du recul et se donner une contenance. Quelle force étrange l'avait poussée à suivre cet homme? Pourquoi une telle impulsivité? L'esprit ailleurs, elle se lava les mains et se recoiffa à la va-vite,
regrettant de se retrouver aussi mal fringuée dans cet endroit luxueux. En ce moment, elle n'allait pas bien, et n'essayait pas de se persuader du contraire. Elle travaillait beaucoup, sortait souvent et dormait peu. Elle avait aussi gardé un rôle de bénévole au sein des Ailes de l'Espoir, l'organisation humanitaire créée par sa mère, et elle n'avait jamais cessé sa collaboration avec les pompiers. Chaque fois qu'un incendie se déclarait dans la baie, elle pilotait l'un des canadaires à turbine qui écopaient l'eau dans les lacs et les étangs alentours. Une vie bien remplie, tournée vers les autres, une vie à laquelle elle essayait de donner un sens positif, une vie dont elle aurait voulu être fière. Pourtant, cette hyperactivité n'était qu'une fuite en avant, une volonté de se saouler de mouvement, comme le papillon de nuit qui se cogne avec obstination à l'ampoule. Ne jamais se poser, ne jamais arrêter de battre des ailes, quitte à s'épuiser, quitte à se brûler. Ne jamais prendre le temps de s'avouer ce qu'elle savait pourtant, qu'elle avait besoin d'une boussole pour la guider, de bras pour l'entourer et de poings pour la protéger. Elle sortit son tube de mascara qu'elle avait constamment avec elle. Avec la brosse imbibée de produit, elle peigna délicatement ses cils, leur donnant plus de longueur et accentuant leur courbure. Se maquiller, toujours, pas pour se faire belle, mais pour se cacher. Une larme vagabonda sur sa joue, et elle l'essuya d'un geste machinal avant de rejoindre Archibald sur la terrasse. Martin régla la molette située entre les deux corps des jumelles pour ajuster la vision. Entre le ciel et l'océan, la terrasse couverte du restaurant offrait une vue panoramique et donnait à ses clients l'illusion de dîner sur l'eau. Chic et sobre, la décoration jouait sur le raffinement. D'élégantes compositions d'orchidées s'harmonisaient au ton beige et blanc, tandis que les fauteuils drapés et les lumières tamisées créaient une ambiance intimiste. Martin écrasa sa cigarette au moment où Gabriel vint s'asseoir à côté d'Archibald. Alors son cœur s'emballa et son esprit se brouilla, tiraillé par des désirs contraires. L'envie de prouver qu'il était capable d'arrêter Archibald, mais aussi l'envie d'en apprendre toujours davantage sur lui, l'envie d'aimer Gabrielle parce qu'elle était son évidence, mais aussi l'envie de lui rendre le mal qu'elle lui avait fait, car votre âme sœur peut être en même temps votre âme damnée. Lorsqu'il vit Gabrielle frissonner, Archibald fit un signe au serveur pour qu'il rapproche le chauffage sur pied. Elle le remercia d'un sourire contraint. Malgré l'atmosphère chaleureuse des lieux, elle n'arrivait pas à se détendre tant elle était troublée. Pour dissiper sa gêne, ce fut elle qui engagea la conversation. « Vous avez l'air de vous y connaître en matière d'avions. »« J'en ai piloté quelques-uns, » avoua Archibald. « Même des hydravions ?» Il acquiesça d'un signe de tête tout en lui servant un verre du vin blanc qu'il avait commandé. « Je n'ai pas vraiment compris ce que vous faisiez, » reprit-elle. « Vous m'avez dit que vous travailliez dans l'art, c'est ça? »« En fait, je vole des tableaux. » Elle esquissa un sourire, pensant qu'il se moquait d'elle, mais il resta imperturbable. « C'est votre vrai métier, voler des tableaux? »« Oui, » avoua-t-il sans malice. « Mais vous les volez à qui? »« Oh, à tout le monde, aux musées, aux milliardaires, aux rois, aux reines. » Sur la desserte près de leur table, un serveur disposa un plateau d'argent sur lequel était ordonné un assortiment d'appétiteurs préparés dans des verrines. Huîtres glacées au caviar, salade d'escargots aux cerises, crevettes grillées au beurre de cacahuète, fusion de homard et de cuisses de grenouille aux pistaches.
Avec un mélange de curiosité et d'appréhension, ils commencèrent à explorer les saveurs originales de ces spécialités culinaires. Et progressivement, l'ambiance se réchauffa. Archibald plaisanta. Gabriel se détendit, il lui resservit du vin, elle alla jusqu'à rire. Tandis qu'elle se laissait porter par sa voix enveloppante, lui ne la quittait pas du regard. À la lumière de la bougie, il avait remarqué les petites rides de fatigue qui couraient tout autour de ses yeux, mais comme par magie, elles s'atténuèrent et son regard retrouva son éclat. Elle ressemblait tellement à Valentine. La même façon de pencher la tête sur le côté lorsqu'elle souriait, la même façon de s'enrouler machinalement une mèche de cheveux autour du doigt, la même expression de douceur lorsque les traits de son visage se relâchaient, la même lueur dans les yeux, capable, comme dans le poème, de rendre jaloux le ciel d'après la pluie. Dis-lui maintenant que tu es son père. Pour une fois dans ta vie, sois courageux avec elle. Si tu te dérobes ce soir, tu te dérobes pour toujours. Et à part les tableaux, vous volez autre chose? Demanda-t-elle en riant. Oui, répondit-il, des bijoux. Des bijoux? Des diamants. Et des téléphones aussi. Des téléphones? Des téléphones comme celui-ci, dit-il en faisant glisser sur la nappe le BlackBerry qu'il lui avait dérobé quelques heures plus tôt. Lorsqu'elle reconnut son téléphone, elle reposa le verre de vin et son rire s'arrêta net. Qu'est-ce que... Elle savait qu'elle l'avait oublié chez elle ce matin. Cet homme qu'elle ne connaissait pas avait donc fouillé son appartement et violé son intimité. Sur quelle tordue était-elle encore tombée? Archibald posa une main sur l'avant-bras de sa fille, mais celle-ci se braqua et repoussa brusquement sa chaise avant de se lever de table. « Attends, Gabriel, laisse-moi t'expliquer » cria-t-il en français. Un moment, elle fut déstabilisée par le désespoir qui semblait émaner soudain de cet homme. Pourquoi lui parlait-il en français? Et pourquoi la tutoyait-il? Mais furieuse d'avoir été abusée, elle quitta la terrasse sans vouloir l'écouter et se mit à courir sur la jetée comme si elle avait quelqu'un à ses trousses. Martin lâcha sa paire de jumelles lorsqu'il vit Gabriel arpenter l'embarcadero à la recherche d'un taxi. Il sortit de son cabriolet sans se faire repérer et resta accroupi derrière le roadster, l'œil rivé sur Archibald, qui, de l'autre côté de la rue, semblait s'être résigné à laisser partir sa fille. Martin renonça pour l'instant à traverser la chaussée. À cette heure, la circulation était toujours intense, et il ne tenait pas à se retrouver nez à nez avec Gabriel. Une voiture s'arrêta enfin à la hauteur de la jeune femme. Elle allait s'engouffrer dans le taxi lorsque son téléphone vibra dans sa main. Elle hésita quelques secondes, puis... « Ne raccroche pas, Gabriel, s'il te plaît. Laisse-moi te parler. Ça fait 27 ans que je cherche à le faire. » Gabriel se retourna. Le débarcadère était encore noir de monde. Une foule hétéroclite s'y pressait pour attraper les derniers ferrys ou pour prendre un verre dans les cafés et les clubs qui bordaient l'avenue. À l'autre bout du fil, Archibald continua d'une voix enrouée. « Il faut que je t'explique. » Elle le chercha des yeux. Elle ne comprenait pas. Elle ne voulait pas comprendre. « Je ne suis pas mort, Gabriel. » Enfin, elle l'aperçut, 50 mètres plus bas, au croisement de la digue et de l'embarcadère. Il lui adressa, de la main, un signe d'apaisement et poursuivit sa confession. « Je t'ai abandonné, c'est vrai. » Elle renonça à son taxi et resta un moment immobile, paralysée, au milieu du trottoir. « Mais j'ai le droit de t'expliquer pourquoi. » Archibald sentait son cœur qui battait trop fort et trop vite dans sa vieille carcasse déglinguée.
Ces mots, restés bloqués dans sa gorge depuis des années, s'échappaient à présent de sa bouche et coulaient comme de la lave sur les flancs d'un volcan. Mon père. Après un moment d'hésitation, Gabrielle se décida à aller à sa rencontre. À son tour, elle lui fit un signe de la main et « Attention !» C'est elle qui avait crié pour alerter son père. De l'autre côté du trottoir, un homme s'avançait arme au poing. Et cet homme, c'était... « Freeze! Put your hands over your head !» cria Martin à l'adresse du voleur. Prise au dépourvu, Archibald leva lentement les mains. Dans sa main droite, au-dessus de sa tête, une voix inquiète s'échappa de son téléphone portable. « Papa! Papa !» Les bras tendus, les mains jointes autour de la crosse du pistolet semi-automatique, Martin avait Archibald dans son viseur. Ils n'étaient séparés que par le flot de voitures qui roulaient d'ouest en est. Cette fois, il était décidé à en finir avec tout ça. Le passé, la fascination qu'il avait développée malgré lui pour ce criminel, l'amour absurde et insensé qu'il vouait à Gabrielle, il allait coffrer Archibald, rentrer en France et grandir. Devenir un homme. Enfin. « Stick your hands up! Stick 'em up !» hurla-t-il pour couvrir le bruit de la circulation. Il sortit la carte plastifiée siglée des 3 lettres magiques FBI, autant pour respecter la loi que pour rassurer les passants suspicieux et affolés. Surtout l'arrêter dans les règles, surtout ne pas commettre de bavure ni de vice de procédure. Alors qu'il cherchait à traverser la double voie, un coup de klaxon strident le cloua sur place et un long bus à soufflet le frôla à toute allure. Archibald profita de cette diversion pour s'enfuir vers la jetée. Lorsque l'ex-flic put enfin rejoindre l'autre trottoir, le voleur avait pris de l'avance. Martin renouvela la sommation, puis tira un coup de feu en l'air. Il en fallait plus pour effrayer Archibald. Martin changea alors de stratégie et regagna sa voiture pour bloquer la fuite de son ennemi. Au mépris de toutes les règles, le cabriolet défonça l'enceinte à claire-voie qui donnait accès à l'arrière du petit parking jouxtant le restaurant. Mais déjà Archibald avait enfourché sa moto et coiffé son casque. Martin le prit en chasse le long de la jetée, et cette fois il ne tira pas en l'air, mais visa la moto. 2 coups de feu claquèrent dans la nuit. La première balle troua l'une des écopes en aluminium de la fourche, et la deuxième ricocha sur le pot d'échappement. Malgré les balles, Archibald ne se laissa pas entraîner du côté de l'océan et réussit à rejoindre la route. Ils déboulèrent presque en même temps sur l'avenue. Mais alors que Martin pensait que la moto allait se glisser dans la circulation, Archibald donna l'impression de vouloir remonter l'embarcadero à contresens. Il ne va pas oser. C'était un pari fou, presque suicidaire. Et pourtant Archibald se cramponna à son guidon et libéra les 200 chevaux du monstrueux engin, plaçant une accélération foudroyante. Sous cette charge brutale, le pneu abandonna sur l'asphalte une longue traînée de gomme et, telle une fusée, la moto fut propulsée dans le feu du trafic. Martin hésita puis se lança à son tour. Au milieu du concert de klaxons et des appels de phare, les véhicules pleuvaient en face de lui comme une nuée d'astéroïdes. Il ne réussit à garder le cap qu'une centaine de mètres et fut contraint de se déporter vers Fountain Plaza pour éviter un accident. Conscient d'avoir frôlé la catastrophe, il sentait son cœur qui battait à tout rompre et ses mains qui tremblaient sur le volant. Il fit demi-tour sur la place. Encore une fois, il avait joué et il avait perdu. Il la chercha partout, au restaurant, sur le trottoir,
sur la jetée. Il la chercha longtemps, mais Gabriel ne l'avait pas attendue.